Inside est un jeu d'horreur qu'on joue en 2D, où l'on contrôle un personnage sans nom dans un monde étrange et irrationnel, mais surtout rempli de mystères. La première version est sortie en 2016 sur Xbox, mais c'est vraiment en 2018 que le reste des joueurs ont pu y jouer. C'est un jeu qui me rend légèrement nostalgique, mais pas trop à la fois, vu que je n'ai jamais joué au jeu et le jeu ne m'a pas spécialement impacté. Après, j'avais 5 ans aussi, donc voilà. Dans ce jeu, on débute l'histoire avec l'arrivée de notre personnage au beau milieu d'une forêt. Le premier truc que j'ai pas remarqué de suite, c'était que le monde est plutôt fade. On retrouve pas spécialement de couleurs vives, hormis le rouge de notre personnage, mais en majorité c'est plutôt fade. Vu que le monde dans lequel on joue est assez fade, le jeu peut à certains moments diriger la lumière sur certains puzzles. En parlant aussi de musique, il y en a une quasiment tout le temps qui nous aide à s'adapter au jeu, et à force tu peux l'oublier que t'as une musique dans l'oreille, et si on l'enlève, on peut voir qu'elle était fortement présente. En parlant de contrôle, c'est très simple aussi, on peut que bouger, interagir avec ton environnement qui est pas forcément très accueillant. En observant l'environnement, on peut voir des êtres humains qui ont subi un destin très tragique. On a atterri dans un monde qui épargne pas, car dans Inside, il y aura deux obstacles principaux. Premièrement, les différents ennemis qu'on rencontrera dans le jeu, et deuxièmement, les puzzles qui représentent une grosse majorité du gameplay qui vont vouloir ta mort à toi. Là, on a atterri, tout vaut notre mort. On peut retrouver des animaux comme des êtres humains. Le premier gros ennemi, si on peut dire ça, ce sont des êtres humains comme nous qui vont nous chercher en vanne et vont même jusqu'à utiliser des chiens et des armes à feu. Ou bien si vous préférez un cochon parasite qui cherchera à nous tuer, où là notre objectif sera de lui enlever le parasite qui le contrôle. Pour les plus malins d'entre vous qui auraient remarqué, en voyant la dernière course poursuite qu'on a eue, on peut voir une différence de moyens entre le protagoniste et son ennemi. Pas vraiment, mais légèrement. Inside peut probablement vous rappeler un autre jeu, plus ou moins similaire. Effectivement, il y a beaucoup de points communs avec les Little Nightmares. Déjà, le fait de contrôler un enfant dans un monde horrible où visiblement tout veut le tuer. Le manque de direction, on n'a pas spécialement des objectifs clairs ou là où on doit aller. Les contrôles qui sont là quasiment identiques et très simples. Et pour finir, les puzzles et les pièges. Malgré ça, il n'y a aucun texte qui dit qu'Inside, ou voire même Limbo qui est sorti bien avant par le même éditeur, montre que ça a été une source d'inspiration à Little Nightmares. Pourtant, ils ont déjà eu l'occasion de présenter leur source d'inspiration plusieurs fois. Mais bref, dans le niveau des cochons, on peut remarquer des personnages accroupis. La première fois que je les ai vus, je pensais qu'ils allaient m'attaquer, comme précédemment, mais au final, rien de tout ça. Notre but était de les contrôler pour sortir d'ici en détruisant certaines structures pour y passer. Là, vous me direz que c'est facile, mais pour les plus curieux qui ont déjà joué à Super Mario Maker, c'est un Mario où on peut créer notre propre Mario. Et certaines personnes s'amusent à créer des niveaux super durs mais surtout très cons où il faut jouer par soi-même pour mieux comprendre le niveau et pouvoir le réussir. Et je sentais la même sensation dans Inside avec les pièges qui me paraissaient à certains moments très rocambolesques et très durs à éviter du premier coup. On peut s'en rendre compte dans ce niveau où il faut réussir à passer cet endroit sans se prendre les ongles et la mort est surtout très graphique et très cruelle. Et par moments le jeu nous fait subir cette cruauté. On nous montre clairement ce qu'il traverse, mais c'est pas cruel que pour notre protagoniste, mais pour nous aussi joueurs, car évidemment on va mourir énormément de fois. Mourir est même nécessaire pour pouvoir comprendre et continuer la suite du jeu, et j'avoue que des fois j'abusais un peu. Quand j'écrivais la vidéo, je re-regardais des extraits de ma partie, et je me suis demandé à certains moments comment j'ai fait pour mourir là. Regardez ce passage par exemple, j'ai ouvert une porte où se trouvent des cylindres et au lieu de les fuir, je suis allé vers eux. Heureusement quand même qu'on respawn toujours proche de là où on est mort et même si ça peut paraître lent, les différents essais vont plutôt vite. D'ailleurs le prochain ennemi qu'on va croiser et nous faire galérer, ou pas totalement, nous intéresse dans la partie aquatique du jeu où là se trouve une sirène aux cheveux longs qui va essayer de casser la vitre du sous-marin où on se trouve pour nous étouffer. Et notre seul moyen de le faire fuir c'est de l'éclairer avec la lumière de notre sous-marin. C'est ça qui rend vraiment le jeu stressant. Et pour s'échapper on doit résoudre des puzzles. Et justement, le deuxième obstacle qu'on rencontre dans Inside, c'est les puzzles. Et j'insiste vraiment sur le mot obstacle. Car oui, les ennemis pouvaient être très embêtants ou stressants dans certains cas. Mais le truc qui va faire cogiter, c'est les puzzles. Et il y a des fois, les puzzles peuvent être super durs. Et par exemple, dans ma dernière vidéo sur les puzzles de Hello Neighbor, c'était très dur, mais dans le sens où il y avait rien qui collait. Là, je dis pas ça négativement, je dis juste que je m'y attendais pas. Mais ça reste un point positif que ça soit pas si évident que ça, sinon le jeu allait être très ennuyant et extrêmement court. Et évidemment, c'est pas tous les puzzles, mais une minorité des puzzles qui sont exceptionnellement difficiles, mais ça reste une minorité quand même. Et puis tout dépend de chaque joueur, certains vont galérer sur l'un ou sur l'autre parce qu'on retrouve souvent des solutions différentes. Par moment, on peut retrouver cette situation de déjà vu, mais le jeu réussit à alterner entre puzzles qui demandent juste un moyen d'y franchir sans contrainte de temps, et des puzzles qui demandent du timing. Ça peut paraître difficile, mais ça reste toujours aussi faisable. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Inside, je voulais vous présenter le puzzle, je pense, le plus difficile, mais qui représente les deux aspects du jeu réunis dans des puzzles. La réflexion
et le timing. En gros, ça se présente comme ça. Ici, on a une échelle avec une plateforme qui nous sert de couverture face à des ondes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et notre objectif est de passer de l'autre côté. On peut activer ou désactiver la rotation de la plateforme. Et au premier essai, j'ai essayé d'arrêter la plateforme et d'y passer, mais ça n'a pas marché. Je m'étais dit que la solution n'était pas la bonne ou soit le timing n'était pas le bon. Du coup, je retente, mais quand même, je meurs aussi. C'est sûr que pour le cas, c'est pas la solution. Regardons bien, on peut voir un endroit avec un peu de lumière qui probablement nous indique aussi la plateforme doit être là-bas aussi. C'est une manière ingénieuse de faire comprendre ça. Maintenant, il va falloir être vif. En gros, pour passer de l'autre côté, il faut arrêter et reprendre la plateforme au bon moment et sauter sur l'échelle aussi au bon moment pour ne pas être touché par l'ombre. Et une fois qu'on a monté l'échelle, ça reste une question de timing. Ça reste aussi une question de timing pour passer de l'autre côté où là aussi, il faut passer de l'autre côté tout en étant protégé par la rotation. Déjà, comprendre ça, c'est pas évident pour certains, mais c'est surtout les timings qui peuvent compliquer davantage les puzzles. Mais je trouve que c'est très bien fait, il y a des puzzles qui sont difficiles et très bien pensés, mais très bien réalisés aussi. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Little Nightmares, j'ai mentionné que la manière des deux jeux était quasiment pareille. On avançait de zones qui étaient plus ou moins longues, mais ce qu'on retenait le plus, c'était les monstres qu'on rencontrait. On avait quasiment un ennemi très imposant qui voulait nous attraper, et même de temps en temps, on avait des ennemis petits, embêtants à la fois, comme eux au final. Dans Inside, c'est légèrement différent, même si les deux proposent un sélecteur de chapitres avec 67 chapitres, si j'ai bien fait mes comptes, qui nous renvoie directement à chaque moment ou puzzle du jeu. Mais si vous préférez, on peut décomposer le jeu en 4 parties. D'abord la nature, avec la forêt et la ferme, ensuite l'industrialisation avec les villes et usines, l'infrastructure souterraine avec les métros et les profondeurs avec tout le reste, et le laboratoire avec la phase finale avec la base inondée et la base de recherche. C'est assez global, mais c'est pour vous donner une idée générale. Et honnêtement, même si c'est divisé en plusieurs parties, je trouve pas le jeu assez redondant avec une répétition des ennemis et puzzles plutôt pas mal. Mais au bout d'un moment, on peut ressentir que c'est un jeu de plateforme avec un petit enfant, c'est tout. Même si là, les 67 chapitres se mélangent bien, on n'a absolument pas l'impression de subir un changement de chapitre en passant d'un puzzle ou un autre alors que c'est littéralement ce qui se passe. Mais le design des zones fait que ça passe bien. Et du coup, c'est dans cette dernière partie que le jeu introduit une avant-dernière mécanique, le fait de respirer sous l'eau. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment. Après une série de puzzles, notre personnage monte une corde en échappant à la sirène, mais par je ne sais quel hasard, il tombe de la corde et là, je vous laisse observer. Alors oui, du coup, on peut nager sous l'eau et vous verrez que ça va vraiment nous servir pour plus tard. Parce que là, je pense que certains d'entre vous vont vous demander ce qui se passe. Déjà, Inside, c'est un storytelling. On n'a aucun dialogue durant tout le jeu. Du coup, on ne peut faire que des suppositions et se faire son propre avis.
Et j'ai cherché à me faire des hypothèses ou des théories par rapport à l'histoire, et on peut avoir plusieurs interprétations possibles du jeu, selon différents points de vue. Si on ne cherche pas à comprendre l'histoire, on peut juste voir notre protagoniste fuir des ennemis, résoudre des énigmes, et juste s'échapper pour être en sécurité. Ou alors si là on essaie d'interpréter le jeu et vraiment c'est à prendre avec des pincettes, le petit garçon qu'on contrôle depuis le début, qui lui peut contrôler des albinos, va savoir pourquoi il s'appelle comme ça, et lui me contrôler. Et pour mieux comprendre la théorie, il suffit de voir les derniers chapitres pour comprendre l'histoire. Tout au long de l'histoire, notre protagoniste avance dans un monde qui ne semble pas naturel. Il y aurait donc probablement une catastrophe qui a frappé le monde dans lequel on joue. Ce qui l'a donc englouti sous l'eau et privé de lumière naturelle, ce qui a probablement forcé les dirigeants à agir. Et ces dirigeants-là ont essayé par tous les moyens de reconstruire un monde en reconstruisant des forêts, des villes ou bien des usines contenant ces fameux albinos contrôlés par le mental, qui ne cherchent donc pas à se rebeller. Et le cochon qui possède un verre qui le contrôle peut peut-être être une source d'inspiration ou soit leur première expérience. On peut aussi les voir dans les albinos en préparation vers la fin du jeu. Et en parallèle, ils ont étudié la sirène, qui elle s'est très bien habituée à son nouvel environnement. Et l'objectif final est de créer une bête plus grosse, qui n'a pas besoin de case de contrôle et manipule à grande portée plus de gens. Et pour ceux qui voient déjà où je veux en venir, notre protagoniste a donc été manipulé par la créature. Et cette procédure a commencé quand la sirène nous a mis sous l'eau, où là on serait probablement mort. Si on part de ce principe, toutes les difficultés rencontrées ne seraient qu'un test de notre protagoniste en conditions réelles. Donc ça veut dire que tout a été prévu, sauf la prise de conscience du Huddle. La créature est donc contrôlée pour être libérée, mais si le Huddle est conscient, ça n'explique pas pourquoi on se retrouve en dehors à la fin, là où les maquettes étaient exactement identiques à ce qu'on avait vu par avant. C'est vraiment que de l'interprétation, et ce qui peut vraiment faire tenir debout cette théorie, c'est avec la fin alternative. Ou si là on coupe le générateur dans le sous-sol, notre protagoniste prend exactement la même pose que les albinos. Franchement cette théorie a l'air plutôt pas mal, mais juste si quelqu'un a la réponse de l'objectif qu'on avait avant que la procédure de la sirène commence, ça serait un énorme plaisir, parce que moi je retranscris juste les théories que je trouve. Et si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on peut voir cette fin alternative d'une autre manière. Où là, nous, joueurs, on a pris conscience du contrôle mental exercé sur toutes les personnes qu'on a vues. Et en coupant le signal, on coupe tout contrôle en refusant ce que le jeu veut qu'on fasse. Et pour que ça marche, on ne doit pas être implanté par la sirène, ce qui est logique. Oui, je me suis répondu à moi-même, mais c'était juste pour le watch time, c'est tout. Cette théorie a l'air de tenir debout, mais on retrouve plusieurs autres théories. Et avant de passer aux dernières théories, je pense avoir trouvé quelque chose, mais qui ne tient vraiment sur rien, à prendre extrêmement à la légère, parce que ça ne tient que sur 2 dialogues et une interprétation vraiment divague. Et peut-être que là, j'ai un petit peu menti, on retrouve 2 dialogues au lieu de aucun. J'ai un petit peu menti. Déjà on peut retrouver le titre du jeu, Inside, qui veut dire intérieur. Et à propos du jeu, on peut voir ça. Seul est pour chasser. Un garçon se retrouve entraîné au cœur d'un sombre projet. Seul est pour chasser, qui veut probablement faire référence aux ennemis qu'on a eu. Et un sombre projet, le projet Inside, où on fait partie d'une construction, où le monde est reconstruit. Et à la fin du jeu, on est dans le Huddle, ce qui veut probablement dire Inside. Et le sombre projet, c'est le projet justement du Huddle. Oubliez ce que j'ai dit avant, mais partez du principe que notre protagoniste est là juste un enfant qui a l'espoir de sortir de ce monde violent. Et notre personnage a un seul objectif, c'est d'être libre. En regardant l'image officielle du jeu, on peut le voir en regardant la lumière. Et là, c'est toujours avec notre interprétation. Ce qui veut dire qu'il veut être libre. Et justement, après avoir atteint la fin, on comprend peut-être une chose essentielle. Depuis les débuts, on n'est pas vraiment libre, mais guidé, voire manipulé, sans jamais avoir eu le contrôle total de nos choix. Parce qu'à la fin, on finit sous le Huddle, emprisonné, ce qui peut faire référence à un sacrifice. Et ce qu'on peut en conclure d'Inside, c'est que nous sommes accros à nos téléphones, voire aux réseaux sociaux, ce qui peut être un bon point positif, mais un point négatif, avec des gens qui peuvent manipuler, tout le but du jeu d'Inside. Et ce qui peut peut-être faire référence, et peut-être le seul moyen de ne pas être manipulé, c'est justement de se déconnecter. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. C'est un jeu avec un très beau concept, même si honnêtement le Huddle m'a vraiment dégoûté. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Je m'excuse d'avance parce qu'elle a été un peu longue. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 100 abonnés. Ça ferait super plaisir. Et voilà, c'est les refs. On se pète à la prochaine, Inch'Allah. Thank you.